Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Yael Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Inflation record, incertitude économique, crise des carburants, grogne sociale. 5 mois après les législatives, doit-on parler d'une France en crise? Et puis dans ce contexte, quel rôle pour l'Assemblée nationale pour apaiser le débat public et peut-être aussi répondre aux attentes des Français? Côté débat parlementaire, comment pour la majorité éviter les choses-trappes du Rassemblement national et des Insoumis? Mais pour commencer, Yael Braun-Pivet, bien les 7 ans des attentats, la commémoration des 7 ans des attentats du 13 novembre 2015. On a voulu nous tirer toutes les leçons, Yael Braun-Pivet. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Il faut penser à chacune de ces victimes parce qu'on a tendance souvent à parler de nombre, mais à oublier qu'il s'agit à chaque fois d'une vie, d'une famille, d'un cercle brisé. Et finalement, c'est nous tous qui avons été atteints. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes après le procès. Et il y a eu un moment important de justice et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que notre pays est un pays résilient, qui sait faire face en patrie, en nation, et en même temps qui veut que le droit et que la justice passent. Et c'est ce que nous avons fait, et je crois que nous pouvons nous en féliciter. Justement, droit et justice, procès, il y a un mois, dans sa plaidoirie au procès en appel des attentats de janvier 2015, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, a choisi de s'attaquer à la religion dans ce cas-là de plus intolérant. Cet accusé a-t-il affirmé pendant sa plaidoirie dont il faudrait ne jamais prononcer le nom, il faut la regarder en face, il s'appelle religion. Est-ce que vous faites la même analyse que lui ? Il faut surtout que tout le monde apprenne et continue à apprendre à vivre ensemble. Et il ne faut pas qu'au nom de la religion, certains se dressent les uns contre les autres et considèrent que leur foi est au-dessus de nos lois et que leur foi est au-dessus des autres foi. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut vraiment que tout le monde revienne à cet esprit respectueux et de fraternité et de tolérance. Est-ce que l'islamisme est le mal à combattre, le mal à abattre, Yael Braun-Pivet, Madame la Présidente de l'Assemblée? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut combattre toute forme d'intolérance, toute forme d'obscurantisme, et surtout lorsqu'ils veulent se répandre sur le monde. Les atteintes à la laïcité se multiplient dans les collèges et dans les lycées. 720 signalements ont été recensés en octobre. Dernier incident en date, c'est dans un lycée de Montauban où une élève d'origine tchétchène portant une abaya diffusait une vidéo sur TikTok menaçant une enseignante qui lui avait fait des remontrances. À la fin, on entend tenir des propos du type « Elle va voir ce qu'Allah va lui faire ». Depuis, l'enseignante a été mise sous protection policière. 7 ans après les attentats de 2015 et 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, est-ce à dire que l'État est impuissant face aux ravages de l'islamisme ? Non, nous ne sommes pas impuissants. Nous devons faire face tous ensemble et nous devons rappeler de façon inlassable que dans l'espace public, que dans l'école de la République, la religion et les expressions religieuses n'ont pas leur place. Je crois aussi qu'il est important aujourd'hui de replacer le débat au bon niveau, rappeler à tous d'où vient cette loi et ce principe de la laïcité. Et à l'Assemblée, j'aurai le plaisir, le 7 décembre prochain, d'organiser pour la première fois une reconstitution de débat parlementaire. Et la première fois sera justement jouée à l'occasion de cette loi de 1905, la séparation. Et elle sera jouée par des comédiens de la Comédie Française. Et il y aura des jeunes dans l'hémicycle parce que nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, nous avons aussi le devoir d'éclairer, de transmettre et de rappeler à tous d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et donc, parler de la laïcité aujourd'hui, l'enseigner, la transmettre et montrer à quel point elle nous préserve de justement ces tentations obscurantistes, c'est extrêmement important et nous devons, en tant qu'hommes et femmes politiques, prendre toute notre part à ce débat. Si vous rappelez cette loi de 1905 et que vous êtes à l'origine de cet événement qui va avoir lieu dans l'hémicycle le 7 décembre, c'est que vous considérez que la loi de 1905, c'est l'un des piliers de la République. C'est un pilier de la République et tout le monde, croyant ou non croyant, y est extrêmement attaché parce qu'elle pose les bases d'un équilibre républicain qui nous est très cher. Alors, d'ailleurs, quand vous constatez qu'en Iran, des femmes se battent jusqu'à en payer de leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile, et qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes, mais aussi d'un certain nombre de militantes féministes, voire des partis de gauche, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce qui m'inspire, c'est que justement, aujourd'hui, ces femmes en Iran, elles sont absolument admirables. Nous devons les soutenir et au-delà, les montrer en exemple. Et puis, elles nous invitent, et toutes les militantes des droits des femmes nous invitent, nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, à montrer la voie et à continuer à l'ouvrir. Et je ne crois pas que lorsque l'on revendique en France cette liberté-là, ce soit ce que nous fassions. Liberté là, c'est-à-dire liberté de porter le voile? De porter le voile, je pense que chaque femme est libre de le faire ou non dans notre pays, et c'est la loi de 1905 justement, mais de là à revendiquer cette Et à imposer. liberté, à l'imposer et en faire cette fois-ci un étendard, je crois que c'est une erreur. Alors avec dans ce contexte de progression de l'islamisme, Yael Braun-Pivet, une remontée de l'antisémitisme depuis 2005 et l'assassinat d'Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué parce que né juif. 11 Français juifs ont été assassinés justement parce qu'ils étaient nés juifs. L'antisémitisme est-il plus que jamais un mal français? Est-ce juste de dire que l'antisémitisme est porté par l'islamisme aujourd'hui? Vous savez, les historiens nous montrent que l'antisémitisme a toujours existé et qu'il est né finalement avec le judaïsme. Vous savez, c'est la phrase de Sartre dans Réflexions sur une question juive qui disait « Mais si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait ». Et il y a des pays où, sans juifs, où l'antisémitisme existe. Hein. Voilà. Hein, la Pologne d'après-guerre, c'est un peu ça. C'est cette pensée de Sartre, et donc je pense qu'il ne faut pas réduire l'antisémitisme à tel ou tel événement actuel. Alors, antisémitisme, justement, le Rassemblement national a donc souhaité présider un groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que vous comprenez que cette proposition a débouché sur une polémique et sur le refus surtout de la gauche, mais aussi des dirigeants du CRIF et de l'UEJF de voir le RN présider cette commission? Alors, je comprends bien sûr l'émotion, et j'ai fait état de la mienne en tant que femme politique. Maintenant, ces groupes d'études sont en train d'être répartis à l'Assemblée nationale. Il est normal que chaque groupe politique en revendique la présidence, mais il y aura un vote démocratique au sein du bureau où chaque groupe politique est représenté. Donc mercredi, mais ça sera le 7 décembre également. Le 7 décembre également. Le 7 décembre, pardon. Et nous ferons à ce moment-là cette répartition. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà indiqué que personnellement, je ne voterai pas pour cette attribution à ce parti-là. Donc au sein du bureau, de toute façon, le Rassemblement national n'est pas majoritaire. Donc si les membres du bureau décident de ne pas lui attribuer cette présence de groupe d'études, le Rassemblement national ne l'aura pas. Exactement. Et vous, vous êtes opposé à ce qu'il l'ait. Exactement. Et pour quelle raison ? Parce que, vous savez, les groupes d'études sont des rassemblements de députés de toute origine politique et qui partagent le souhait d'un sujet d'intérêt tel que l'agriculture, la ruralité, etc., la chasse, ou alors justement des causes telles que la lutte contre l'antisémitisme, etc. Moi, je pense que pour que ces groupes d'études fonctionnent, ils ne doivent pas être présidés par un parti politique qui pourrait anéantir complètement l'intérêt de l'existence de ce groupe d'études. Et manifestement, c'est le cas pour celui-là. Et en quoi le Rassemblement national pourrait anéantir l'intérêt de ce groupe d'études ? Quand on a vu les réactions des uns et des autres, et les réactions très, très légitimes, on le comprend aisément. Ensuite, c'est un parti dont l'histoire a été émaillée de propos antisémites et de propos polémiques. Un parti, le Rassemblement national, le Rassemblement national, son fondateur avait été condamné à plusieurs reprises, et donc il faut un peu de cohérence dans l'action politique que nous menons. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national est selon vous, quelque part, un parti avec une mémoire antisémite ? Je n'ai pas dit ça. Il ne me revient pas de qualifier les partis politiques de la sorte. Je rappelle simplement des faits très factuels. Et donc, vous en êtes certaine, le Rassemblement national n'aura pas cette présidence de groupe d'études ? Puisqu'une réunion doit se dérouler la semaine prochaine d'ailleurs à ce sujet. Alors, une nouvelle réunion doit intervenir, mais je vous indique en tant que présidente de l'Assemblée nationale quel est mon souhait et quel sera mon vote. Votre vote est un vote qui sera celui de l'ensemble de la majorité des membres du bureau. À n'en pas douter. À n'en pas douter. Une proposition de résolution signée par une trentaine de députés issus des rangs de la NUPES et initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq avait été déposée à l'Assemblée en juillet dernier, condamnant, je cite,
l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Un texte qui accuse aussi l'État hébreu d'avoir instauré un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Est-ce que l'Assemblée nationale peut être le lieu où l'on ouvre de tels débats, où l'on propose de telles résolutions, ou éventuellement on vote de telles résolutions? Écoutez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu de la libre expression démocratique. Et donc, chaque parti politique, chaque groupe politique est libre de porter ces textes. Je note que ce texte-là n'a pas été à ce jour inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée. Ils n'ont pas, pour le moment, souhaité que nous en débattions. Mais voilà, c'est leur libre choix. Et l'hémicycle sera le lieu, si c'est le cas, du débat politique. Est-ce que, comme certains, vous considérez que ce texte, cette résolution, peut favoriser l'antisémitisme? À nouveau, je pense que l'antisémitisme est beaucoup trop complexe pour que tel ou tel événement le favorise ou le défavorise. Maintenant, à nouveau, je pense que nos pays sont liés de façon indéfectible. Moi, en septembre, j'ai reçu à l'Assemblée nationale en visite officielle le président de la Knesset. On en parlera tout à l'heure. Oui. Et donc, c'est ces liens-là qu'il faut inlassablement tisser, et non pas les liens de l'exclusion ou de la haine de l'autre. Alors, c'est peut-être de l'exclusion d'ailleurs, on poursuit sur l'actualité, enfin une volonté d'exclusion de certains. L'Ocean Viking a donc pu accoster vendredi à Toulon. Une bonne nouvelle ou une décision en forme d'appel d'air dans la mesure où, comme le dénonce l'extrême droite et une partie de la droite, l'accueil de ces 234 passagers du bateau de SOS Méditerranée pourrait conduire d'autres migrants à tenter de rejoindre les côtes françaises. Vous savez, sur ce bateau, il y a des demandeurs d'asile, il y avait des femmes, des enfants. 57 enfants. Ouais, 57 enfants. Et c'est un bateau qui, malheureusement, n'a pas trouvé abri et refuge dans un port italien. Nous devions, et je l'avais dit avant que le bateau n'arrive sur nos côtes, nous devions, dans ces situations-là, nous devons avant tout faire preuve d'humanité et nous devons respecter le droit. Et la France s'honore d'être un pays du droit d'asile et de la protection de l'enfance. Donc je pense que c'est une bonne décision de l'avoir accueilli et maintenant de pouvoir, au cas par cas, traiter chacune des situations concernant les personnes qui se trouvaient à bord. Marine Le Pen approuve le refus, c'est aujourd'hui dans le JDD, elle approuve le refus d'Italie d'accueillir les passagers de l'Ocean Victim malgré les règles internationales. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen ? Qu'il y a le droit, que le droit, c'est ce qui nous protège quand il y a des crises, quand il y a des tensions, et c'est ce qui règle les rapports entre les hommes. Je ne sais pas dans quel monde elle souhaite vivre, mais nous vivons, et moi je souhaite vivre dans un monde régi par des rapports humains et des rapports internationaux qui sont régis par le droit. Le droit international nous impose de secourir les personnes qui sont en détresse en mer. Et nous souhaitons, depuis des années, nous essayons, et j'espère que nous y arriverons, régler les situations des migrants sur le plan européen. Donc c'est les différents accords qui sont en cours de négociation. Et donc ces situations se régleront comme cela, et non pas en rejetant les gens à la mer et en les conduisant à une mort certaine. Est-ce le premier test face à la France et à l'Europe du gouvernement Meloni? Quel avenir pour les relations franco-italiennes? Eh bien, il faut absolument que nous puissions travailler ensemble, puisque, comme je le disais, c'est structurel, cette migration vers l'Europe. Nous ne la supprimerons pas par des effets d'annonce ou des effets de manche. Éric Ciotti, d'ailleurs, appelle à un blocus maritime. C'est possible ou pas? Mais non, ce n'est pas possible et ça n'est pas réaliste. Donc il faut regarder la situation en face et en la regardant en face, ce faisant, nous savons que nous devons la régler en européen. Alors justement, la droite et l'extrême droite parlent d'une instrumentalisation, puisque vous parlez d'Europe, du drame des migrants par des ONG humanitaires comme SOS Méditerranée, voire d'une complicité entre les passeurs et les ONG. Est-ce que vous souscrivez à ces accusations? Écoutez, je ne sais pas si elles sont étayées. En tout cas, moi, je ne le crois pas. Nous avons des organisations humanitaires qui font du secours en mer. Et lorsque l'on voit les embarcations sur lesquelles ces migrants embarquent,
effectivement, nous voyons que leurs vies sont en danger. Maintenant, évidemment qu'il faut régler la situation de façon beaucoup plus systémique. C'est le travail vers l'aide au développement des pays de transit et des pays de départ. C'est la stabilisation géopolitique de ces pays pour qu'ils puissent assurer un cadre de paix qui ne justifierait pas la fuite d'un certain nombre de leurs habitants. Donc il faut travailler sur tous ces plans et ne pas croire que simplement en faisant un blocus maritime, on ferait cesser toute cette réalité si complexe qui est face à nous et que nous devons regarder. Dernière question sur ce dossier. Est-ce que vous approuvez la subvention de 200 000 € accordée par la mairie de Paris à SOS Méditerranée, puisque ça crée polémique? Je ne comprends pas pourquoi ça crée polémique. Non? Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous? Écoutez, c'est une association qui, en tout cas, mène une action humanitaire. Et moi qui viens du monde humanitaire, je sais à quel point elles sont précieuses et à quel point nous avons besoin que toute la société puisse œuvrer. Et donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur telle ou telle subvention. Mais en tout cas, ces associations ont toute leur place dans notre République et dans notre société. Alors, on en vient au contexte politique, même si on a parlé aussi un peu de politique. 5 mois après le début de la mandature, d'abord, est-ce que vous êtes une présidente de l'Assemblée nationale heureuse, et quel bilan vous faites de ce début de mandature? Vous souriez, donc vous êtes heureuse, hein? Oui, je suis heureuse parce que c'est une formidable fonction, c'est une formidable fonction démocratique et je crois qu'aujourd'hui, être à la tête de cette assemblée qui n'a jamais autant ressemblé aux Français et sur laquelle sont rivés tous les regards, c'est une grande fierté et c'est aussi une grande responsabilité. Le bilan que je fais, c'est que, au-delà de ce qu'on peut avoir comme un peu écume des choses, des débats agités, des débats sur la tenue vestimentaire, sur certains propos qui sont prononcés par les uns ou les autres, des invectives, parfois des injures, du tumulte, on en parlera. Au-delà de ça c'est un petit peu l'écume des choses. Mais au-delà de ça, moi, je vois une assemblée qui travaille, une assemblée qui vote des textes qui sont utiles aux Français. C'est une assemblée qui a pu voter des boucliers tarifaires, qui a pu voter un chèque énergie, qui a pu voter la hausse des retraites, la revalorisation du SMIC. Donc c'est une assemblée qui travaille. Tous les textes, et je dis bien tous les textes qui nous ont été confiés hors budget, ont été adoptés à l'Assemblée et ont fait l'objet d'un accord avec le Sénat. Donc nous avons une assemblée qui arrive à dialoguer, qui arrive à créer du compromis, qui arrive à voter des textes dans l'intérêt des Français. C'est pas une assemblée paralysée. C'est loin d'être une assemblée paralysée. Et donc, moi, toute l'énergie que j'ai, je la mets à ça, à faire que cette assemblée, et ça n'est pas facile, on peut le constater parfois, que cette assemblée fonctionne, parce que c'est cette assemblée que les Français ont voulu, et c'est cette assemblée qui leur apportera des solutions. D'ailleurs, vous parlez d'une assemblée que les Français ont voulu, une assemblée qui s'apparente au résultat qu'on aurait pu avoir avec un système proportionnel. Est-ce que vous êtes favorable à une réforme du mode d'élection des députés allant vers la proportionnelle ? Puisque c'est un débat qui va s'ouvrir dans les prochains mois. C'est un débat qui va s'ouvrir et qui doit s'ouvrir. Nous devons collectivement réfléchir à ce que doit être notre démocratie au XXIe siècle. Et évidemment, la question du mode d'élection des députés fait partie de ces questions importantes. Et vous en pensez quoi alors ? Moi, j'ai toujours plaidé pour une dose de proportionnel qui permettrait à chacun d'être mieux représenté tout en ne bouleversant pas les équilibres politiques. Nous voyons aujourd'hui que finalement cette assemblée ressemble à ce que ressemblerait une assemblée née de la proportionnelle. Je trouve que justement, une de nos responsabilités, c'est de montrer que ça fonctionne. Et je dis ça à tous les tenants de la proportionnelle, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Notre devoir et notre responsabilité, si nous souhaitons que cette Assemblée nationale ressemble aux Français, nous devons aller jusqu'au bout de ce raisonnement. Réformer le scrutin. Et faire en sorte qu'elle fonctionne. Et puis, pourquoi pas réformer le scrutin, si nous en sommes d'accord. Après, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire une réforme d'ampleur et une réforme globale. Et que les institutions ne se réforment pas par petits bouts.
Je crois que c'est ce que compte faire le président de la Et République. c'est exactement ce que compte faire le président de la République. Il l'avait indiqué dans son programme présidentiel qu'il souhaitait constituer une commission transpartisane parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre tout le monde autour de la table pour savoir quelle est cette démocratie du 21e siècle qui doit exister et nous devons évidemment partager cette réflexion avec nos compatriotes. Alors, dans ce contexte d'inflation record dont on parlait il y a quelques instants, d'incertitude économique et de croissance en berne, on fait comment pour augmenter le pouvoir d'achat? On augmente les salaires, on baisse les charges, on travaille plus ou on augmente les impôts? Je Ou on pense fait tout en même temps? Alors, d'abord, et ça c'est vraiment l'immédiateté, Mhm. on soutient les plus fragiles. Donc c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est ce que nous votons, c'est les boucliers tarifaires, c'est le chèque énergie, c'est le soutien pour l'achat de carburant, pour se chauffer, ce que nous venons de voter pour aider pour le fioul, pour les palets, etc. Donc il faut soutenir les plus fragiles d'entre nous et ça c'est tout de suite. Après, il faut évidemment revaloriser donc ce que nous avons fait cet été, revaloriser les retraites, etc., le point d'indice, pour faire en sorte que les salaires et que les revenus ne pâtissent pas trop de l'inflation. Mais est-ce qu'il Et faut aller après, au-delà, c'est-à-dire eh indexer bien, les salaires sur l'inflation? je ne crois pas. Je crois en revanche qu'il faut profondément que nous nous interrogions sur le partage de la valeur dans notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous allons faire notamment au sein du parti Renaissance. C'est ce que nous faisons au sein de nos groupes parlementaires. Donc aller vers un meilleur partage de la valeur, je crois que ça, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire participation, intéressement accru, Ça peut être participation, intéressement accru, ça peut être la partage des prime, et nous dividendes. avons Ouais. augmenté le principe de la prime Macron cet été, le partage des dividendes, enfin, tout Et cet écosystème, parce que, à nouveau, il faut être complet et pas parcellaire. Sur l'indexation pure des salaires sur l'inflation, nous voyons que le système automatique n'est pas forcément la bonne solution. Les pays qui l'utilisent n'en sont pas pleinement satisfaits. LFI propose et ce sera l'objet d'une proposition de loi le 24 novembre dans sa niche parlementaire de faire passer le SMIC, d'augmenter le SMIC à 1 600 € par mois. C'est une proposition. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Écoutez, moi je pense que à nouveau, il faut avoir cette réflexion globale et d'aucuns pensent que cette augmentation mécanique du SMIC serait en fait une trappe à bas salaire et que ça ne porterait pas fondamentalement, ça ne remplirait pas les objectifs qu'elle poursuit. Donc il faut qu'on en discute. Le Sénat, alors il y a donc l'augmentation des salaires éventuels, le partage des dividendes, et puis aussi la question du temps de travail, et donc notamment de la réforme des retraites. Le Sénat a voté l'amendement LR qu'il propose depuis 3 ans, reportant l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que c'est une bonne piste de travail? Est-ce que le gouvernement pourrait reprendre cet amendement et cette proposition à son compte? Alors, moi, Même si ça n'a pas été voté au Sénat par la majorité. ouais, depuis l'origine, je plaide pour le respect des engagements du président de la République, c'est-à-dire de faire une réforme des retraites rapidement et de faire une réforme des retraites globale qui puisse être examinée dans son ensemble et pas de façon parcellaire par la voie d'un amendement. Donc je ne vais pas changer d'avis. Vous savez, quand on fait de la politique, il faut surtout avoir des convictions et de la Mais constance. l'âge de départ à la retraite, c'est un point important, qui est rejeté par la gauche, par l'extrême droite et par les syndicats. Qui doit être vu de façon globale avec un examen de la pénibilité et des carrières longues, notamment de l'employabilité des seniors, également des carrières hachées, des carrières des femmes, etc. Moi, encore une fois, on ne prend pas la réforme de la retraite par petits bouts, il faut la prendre globalement. C'est ce que fait aujourd'hui le ministre du Travail et de l'Insertion, Olivier Dussopt, qui mène des concertations approfondies avec l'ensemble des partenaires sociaux. C'est la bonne méthode qui pourra aboutir à une réforme globale dès la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Et c'est ce qui est nécessaire. Dans ce contexte de grogne sociale et de revendications salariales, Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, notamment, souhaitent une grève générale. Est-ce que nous sommes, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est leur rôle de demander, de proposer une grève générale? Et est-ce que nous sommes éventuellement à la veille d'une grogne sociale de grande ampleur?
Je pense que dans le contexte qui est le nôtre, que ce soit le contexte de crise internationale, la situation économique ou inflationniste, le moment est venu non pas de manifester et d'appeler à manifester, mais de se retrousser Et les la grève manches. générale, hein. Moi, j'appelle, vous savez, quand on est élu, et quand on est élu de la nation, moi, ce que j'attends de ces élus, c'est qu'ils se retroussent les manches, qu'ils viennent discuter, qu'ils viennent faire des propositions, qu'ils participent aux travaux de l'Assemblée nationale et non pas qu'ils soient des activistes. C'est ce que vous dites de Sandrine Rousseau, par exemple, activiste? Écoutez, en tout cas, les appels à la grève générale, pour moi, ne sont pas la bonne façon de faire. Après, elle est libre de ses propos et de ses pensées, mais personnellement, et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, moi, j'appelle tous les députés au travail à l'Assemblée nationale. C'est là-bas que la loi se fait, c'est là-bas qu'elle se crée, et c'est ce faisant que nous pourrons faire avancer notre pays, le réformer en profondeur dans l'intérêt des Français. Et quand vous dites ça, ça veut dire que c'est pas dans la rue que ça se passe? Ça peut... Qui veut aller dans la rue va dans la rue, évidemment. Mais moi, je crois que chacun doit être dans sa fonction et dans sa mission première. Et le rôle des élus, c'est avant tout de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques lorsque l'on est député de la nation. Alors, quand Sandrine Rousseau et d'autres députés écolos ou LFI participent à des manifestations violentes comme dans les Deux-Sèvres il y a 2 semaines ou 3 semaines, est-ce que c'est leur rôle? Certains députés Renaissance demandent des sanctions contre ces députés. Alors, ils sont bien évidemment libres de participer à toutes les manifestations qu'ils souhaitent et ils doivent, mais comme tout un chacun, respecter les lois de la République. Et je crois que cette manifestation était interdite. Et donc, ils n'auraient pas dû y aller? Écoutez, en tout cas, je trouve que les élus doivent montrer l'exemple, être exemplaires. Donc, ça n'est pas une question de faire la police de l'action des députés en dehors de l'Assemblée. Loin de moi cette idée, mais en tout cas, que les élus respectent la loi me semble à nouveau la moindre des choses. Nous devons être exemplaires vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis de l'institution que nous représentons et que nous incarnons. Alors, c'est aussi une question de respect de la loi, justement, et des institutions et de la Constitution. La majorité relative dont vous disposez a conduit l'exécutif à faire voter le budget via le 49.3. Certains ont dit que c'était antidémocratique, c'est quand même dans la Constitution. Mais en tout cas, est-ce que, partant de cet état de fait, de ce contexte, la dissolution n'apparaît pas aujourd'hui inévitable à court, moyen ou long terme? Justement, c'est pour cela que je vous explique, que j'ai pris le temps d'expliquer le consensus et le dialogue et que je vous ai montré que cela marchait. Et en fait, en dehors des textes budgétaires, l'ensemble des autres textes que nous avons examinés depuis le début de la mandature ont été adoptés et fait l'objet de compromis avec le Sénat. Il reste 4 ans et demi encore. Donc, nous pouvons trouver le chemin. Et moi, j'en appelle vraiment à tous les élus qui souhaitent parcourir ce chemin avec nous. Nous avons besoin de chacun. Les Français ont besoin de nous. Ils nous ont élus. À nous de nous montrer dignes de ce mandat qu'ils nous ont confié. Et aujourd'hui, rien ne montre que l'Assemblée est bloquée. Elle fonctionne, elle légifère. Et c'est ce que nous devons faire. Marine Le Pen déclare aujourd'hui dans le JDD qu'elle est prête à une dissolution. Et vous êtes prête ou pas? Vous savez, quand on est élu, on est toujours prêt à aller devant ses électeurs et on y va, j'espère, en tout cas pour tout le monde, en dehors des temps électoraux. Mais néanmoins... Donc s'il y a dissolution... nous serons tous prêts, évidemment, parce que nous sommes responsables. Mais néanmoins, je crois que ce serait un échec collectif pour tout le monde. Nous devons, vous savez, ne faut pas considérer que parce qu'il y a à un moment telle ou telle situation, il faut simplement en faire fi, faire table rase et recommencer. Je crois que nous devons affronter la difficulté qui est la nôtre. C'est ce que fait Elisabeth Borne avec beaucoup de courage. Elle va chercher le compromis, elle dialogue avec toutes les forces politiques. C'est ce que je fais à l'Assemblée nationale. Et c'est notre devoir. Et tant que nous pourrons le faire, tant que nous aurons un chemin pour ce faire, tant que nous aurons des partenaires, il faudra que nous empruntions ce chemin. Le RN a voté les motions de censure, en tout cas la plupart des motions de censure de LFI. Est-ce qu'il faut parler d'un axe entre RN et LFI, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous dites c'est bonnet blanc, blanc bonnet?
Ce qui est certain, c'est qu'on voit un axe des extrêmes qui, Donc des extrêmes, RN, LFI. RN, LFI, qui peuvent partager cette stratégie d'aller toujours plus loin et de ne pas s'inscrire justement dans cette stratégie et cette volonté de dialogue, de concertation que l'on appelle de nos voeux. Mais leurs programmes sont des programmes qui sont radicaux. Similaires. Je n'ai pas dit similaires, mais qui sont similaires dans leur radicalité. Et nous portons un programme de rassemblement, un programme d'union, un programme de rassemblement des énergies. Et c'est peut-être plus difficile à porter. C'est plus difficile de faire le pas vers l'autre, c'est plus difficile de chercher un compromis, c'est plus difficile d'écouter, c'est plus difficile de rassembler. Mais je crois que c'est ça que nous devons faire, parce que faire de la politique, c'est difficile. Il ne faut pas tomber dans la facilité et la radicalité. En tout cas, c'est pas mon chemin. C'est pas votre chemin. La vie parlementaire, Yaël Braun-Pivet, a été perturbée à la rentrée par l'affaire Quatennens. Est-ce que vous souhaitez, puisqu'on dit qu'il pourrait y revenir, qu'il revienne à l'Assemblée ? Vous savez, un député est élu par nos concitoyens. Il a un mandat, donc les Français lui ont confié un mandat. Si un député, quel qu'il soit, devait être condamné pour des faits liés à un harcèlement moral, sexuel ou des violences commises sur son conjoint, il pourrait être condamné par la justice à une peine d'inéligibilité. Vous dites que c'est à la justice de juger, pas aux réseaux sociaux ou à la presse. Exactement. Il faudra, le jour venu, en tirer les conséquences si il était condamné par la justice, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien ne l'empêche de revenir siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, j'étais avocate. Je suis une femme de droit. Je suis extrêmement respectueuse de nos institutions et du droit, et j'en appelle à ce respect de tous. Il faut faire attention, parce qu'on tombe vite dans un monde qui ne nous ressemblerait pas. Alors, le monde qui vous ressemble, c'est une femme présidente de l'Assemblée, une première femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que la France est prête pour élire une femme présidente de la République ? Ce qui est sûr, c'est que avec mon élection, avec la nomination d'Elisabeth Borne Première ministre, avec la présence de plusieurs présidentes de groupe à l'Assemblée nationale, nous avons franchi une vraie étape, une étape décisive, je crois, dans notre vie politique, et on me le dit beaucoup, et je pense qu'on doit le dire beaucoup à la Première ministre. Il était temps, et je crois que nous ouvrons une voie de plus, nous avons mis une pierre de plus sur ce chemin d'égalité. Une voie de plus, est-ce que la France est prête pour élire une présidente de la République, une femme à l'Élysée? Je pense que la France est prête aujourd'hui. Nous sommes dans un moment où l'égalité homme-femme, et où la place des femmes aux plus hautes responsabilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociétales, ne fait plus débat. Elle ne fait plus débat, et c'est heureux. On avait pris du retard. Eh bien, nous l'avons rattrapé à vitesse grand V durant cette année 2022. Et je pense que nous devons tous collectivement nous en féliciter. Et ça changerait quoi d'avoir une femme à l'Élysée ? J'en sais rien. Je peux pas répondre à une telle question. Ce que je vois, c'est simplement, et c'est ce que me disent moi les papas que je rencontre quand ils me présentent leur petite fille, ils me disent, bien voilà, vous avez ouvert la voie pour ma fille. Et en fait, c'est ça que cela change pour tout notre pays, se dire que nous sommes pleinement rentrés dans une égalité politique et sociale. Il faut maintenant poursuivre le chemin. Je pense notamment à toutes ces femmes qui travaillent dans nos entreprises. Il y a encore peu de femmes dirigeantes d'entreprises du CAC 40. Nous avons encore de grosses marges de manœuvre en la matière. Marge de manœuvre peut-être aussi. Certains de vos amis, de véritables amis ou d'amis entre guillemets, de vos amis de Renaissance, vous prêtent des ambitions présidentielles pour 2027. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous pourrez être candidate à l'Élysée en 2027 ? Franchement, je ne comprends même pas cette question. Non, mais vous savez d'où ça sort. Hein, oui, mais vous savez, vos amis le disent. Non, mais pour vous... Et ils disent précisément, Yaël Braun-Pivet ne pense qu'à une chose, c'est d'être candidate à l'Élysée. Voilà ce qu'ils disent. Alors, j'espère que je l'ai montré pendant votre émission. Moi, je ne pense qu'à une chose. Je pense
qu'à une chose, c'est cette Assemblée nationale. Faire en sorte qu'elle exerce pleinement sa place dans notre vie démocratique, dans notre jeu institutionnel, et puis qu'elle s'ouvre à nouveau à nos concitoyens. Depuis que je préside l'Assemblée nationale, c'est mon mantra. Je veux l'ouvrir. Je l'ai ouverte pour la première fois pour les Nuits Blanches à Paris. Je l'ai ouverte à l'art avec une exposition d'une statue de Prune Nourrie. Je l'ai ouverte aux artistes qui ont maintenant un badge artiste pour venir faire des dessins et des caricatures pendant nos questions au gouvernement. Je l'ai ouverte au théâtre. C'est vraiment cette politique d'ouverture au débat d'idées. Et mardi soir, je lance l'Assemblée des idées à l'Assemblée nationale. Donc oui, mais j'essaye de l'ouvrir et d'ouvrir l'institution. Et c'est ça qui m'occupe jour et nuit, 24 heures sur 24. Ouvrir cette institution, faire en sorte que l'Assemblée nationale soit au cœur de notre vie démocratique. Dernière question là-dessus, est-ce que vous excluez totalement d'être candidate à l'Élysée en 2027 ? Alors c'est la deuxième branche de ma réponse que je n'ai pas encore eu le temps de faire. C'est que les Français n'en peuvent plus, je crois, et je le crois sincèrement, des personnes qui briguent un mandat et qui, à peine élues, briguent le suivant. Moi, je viens d'être élue députée de la 5e circonscription des Yvelines et je viens d'être élue par mes pairs présidente de l'Assemblée nationale et je peux vous dire que ça suffit amplement à mon bonheur et que ça m'occupe à nouveau à plein temps. Donc vous pouvez attendre encore un peu, quelques années. Alors, une passe d'armes d'une rare violence à opposer, c'était jeudi soir, le député LFI Louis Boyard à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. À l'origine de l'incident, les critiques de Boyard sur le milliardaire Vincent Bolloré qui dirige cette chaîne. Hanouna a traité ensuite Boyard d'abruti, de bouffon, de tocard, le gratifiant de « tu es une merde ». D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire ? S'agit-il pour vous d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, comme l'indique la loi ? Que comptez-vous faire en tant que présidente de l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous pourrez aller jusqu'à déposer une plainte contre Cyril Hanouna ? D'abord, j'ai été triste de voir cette séquence. J'ai trouvé qu'elle était dégradante. Pour qui ? Dégradante pour le débat public, de façon générale, et dégradante pour les personnes qui étaient sur ce plateau. Moi, j'en appelle de façon continue à cette dignité, à ce respect des individus, au respect des institutions, au respect de la parole. Et j'ai trouvé que cette séquence était dégradante au vu de tout cela. Donc je me suis entretenue avec le président de l'ARCOM. Il a été saisi, donc l'ARCOM pourra se prononcer. L'ARCOM qui gère... qui est l'ancien CSA, et qui s'occupe de la régulation des médias. Et donc nous verrons ce que l'ARCOM peut dire et peut faire. Mais en tout cas, nous devons collectivement nous élever contre cette dérive du débat public et du débat dans les médias. Parce qu'il faut préciser que l'auteur d'un tel outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, en l'occurrence Hanouna, peut s'exposer à une peine allant jusqu'à 1 an de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Vous pourriez déposer plainte ou pas ? Nous verrons ce que dit l'ARCOM et dans quel cadre nous nous trouvons. Nous sommes dans une situation un petit peu complexe. Mais moi, je crois aussi qu'il faut vraiment que collectivement, on se dise de quel débat public nous voulons aujourd'hui dans notre pays, sur la forme et sur le fond. Alors, débat public, justement, il y aura d'autres questions là-dessus. Hanouna a d'ailleurs par ailleurs lancé à Boyard pendant l'émission « Si tu es député, c'est grâce à nous ». Le député Boyard a été régulièrement invité sur le plateau de TPMP et même, selon ce qu'a dit Hanouna jeudi soir, rémunéré par la chaîne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais J'ai du mal à commenter toute cette séquence et toute cette façon de fonctionner. Voilà, moi, je vous ai dit, j'ai trouvé que c'était dégradant et je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas être la commentatrice de ce genre d'événement. Et je vous poserai quand même une question sur Cyril Hanouna, qui se pose en justicier tout au long de ses émissions, en donneur de leçons, en perd la morale et qui surtout flatte les populismes et les plus bas instincts de la société. Puisque vous parliez du débat public, est-ce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat public ? Et puis, est-ce que c'est la place des politiques d'aller sur le plateau d'Hanouna ? Je crois que là, les politiques doivent
parler aux Français. Mhm. Oui. Il a 2 millions de téléspectateurs. Hein, c'est ça que vous Ils voulez doivent, dire. c'est ça que je veux dire. Ils doivent parler aux Français. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a les émissions où il fait bon aller et celles où il ne fait pas bon Donc, aller. pas question de boycotter Donc, Hanouna. mais en revanche, je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas s'insulter, qu'on ne peut pas s'invectiver. C'est ce que j'essaye de faire respecter à l'Assemblée nationale. Mhm. Comment pourrait-on Donc, le vous avez sanctionné tolérer? un certain nombre de députés à cause de ça. Hein. Exactement. Donc, comment Donc, pour notamment le député du Rassemblement national Fourgas, c'est ça? Fournas. Fournas, et également Astrid Panosyan. Tout à fait. Mais à chaque fois, ces sanctions sont intervenues non pas pour des mots ou des propos prononcés On vous a dans reproché l'hémicycle, mais par le on vous a contexte. reproché justement la sanction contre Astrid Mais Panosyan. justement parce que il faut bien expliquer que dans l'hémicycle, la parole est libre, mais qu'en revanche, le contexte fait que on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas avoir un débat qui dégénère et qui est fait d'invectives, de prises à partie et de tensions. Eh bien, c'est la même chose sur les plateaux télé. Je pense que lorsque nous sommes sur un plateau télé en tant qu'hommes et femmes politiques, nous ne devons pas être dans ce registre-là d'invectives, d'injures Et quand l'animateur... Je trouve que ça brouille totalement le message que nous voulons donner. Quand l'animateur est dans ce registre, Hanouna est dans ce registre, qui flatte les populistes, moi, les instincts les plus bas de la société. Mais je suis convaincue qu'il est parfaitement capable, et il nous l'a montré également, de ne pas être uniquement dans ce registre-là. Et donc, moi, je pense que lorsqu'il y a des politiques sur le plateau, ce registre-là devrait être exclu. Mais je suis convaincue qu'il est tout à fait en capacité d'en avoir un autre. Et il l'a prouvé, il l'a montré. Dernière question là-dessus. Ce clash entre Hanouna et Boyard pose une nouvelle fois le problème Bolloré, le problème de la concentration des médias dans les mains d'un certain nombre de milliardaires. Boyard a demandé vendredi l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur, je cite, les ingérences de Bolloré dans nos médias et donc sur Touche pas à mon poste. Est-ce que vous êtes favorable à cette commission d'enquête? Est-ce que vous pensez que ça irait dans le bon sens? Vous savez, la question de la concentration des médias, elle est fondamentale. Ouais. Et dans une démocratie, plus que jamais. Et donc, cette question-là, il faut l'adresser. C'est ce qu'ont fait les sénateurs. Nos collègues sénateurs viennent de faire une commission d'enquête et ils ont proposé, ils ont fait 32 recommandations. Est-ce que l'Assemblée doit faire pareil? Je ne sais pas si on doit faire pareil, et ça, ce sera au groupe La France Insoumise de voir s'il sollicite une commission d'enquête et s'il utilise ce qu'on appelle son droit de tirage pour ce faire. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête au Sénat avec 32 propositions. Il y a un rapport de l'inspection générale qui forme aussi des recommandations, notamment pour une réforme profonde de la loi de 1986 sur ce sujet. Donc, je pense que cette question doit être traitée, qu'elle le soit par une nouvelle commission d'enquête à l'Assemblée nationale ou par un travail approfondi avec le gouvernement et les parlementaires. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on traite ce sujet. Manifestement, il y a à faire. Alors, question politique étrangère. Vous êtes rendu à Kiev en septembre. Hein. Tout à fait. La reprise de Kherson par l'armée ukrainienne, est-ce que c'est le vrai tournant de la guerre ? Très rapidement. C'est très clairement un tournant et une troisième étape de franchie. Après la libération de Kiev, après Kharkiv, après maintenant Kherson, je pense qu'il faut inlassablement que nous continuions à soutenir nos amis ukrainiens. Et il est impératif qu'ils décident de leur destin. Trump n'a pas emporté le succès qu'il espérait aux élections de mi-mandat. On a appris cette nuit que les démocrates auront la majorité au Sénat. C'est pour vous une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle pour le monde. Pour le monde. Pour le monde. Et la paix du monde? Pour le monde, pour la paix, pour les droits des femmes aux États-Unis, pour l'écologie. Pour le climat, oui. Pour le climat. Donc oui, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Autre question de politique étrangère, Benjamin Netanyahu est donc de retour au pouvoir en Israël. Dans un message que lui a adressé Emmanuel Macron cette semaine, le président français a souhaité renforcer les liens entre les deux pays, entre Israël et la France. En ce qui vous concerne, comme vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez reçu le président de la Knesset en visite officielle à Paris il y a quelques semaines. Est-ce que vous comptez vous rendre en Israël? Rendre en Israël, pardon.
J'aimerais beaucoup me rendre en Israël. Donc, il Ok. m'avait formulé Ouais. une Mais ce invitation. ne sera pas le Maintenant, prochain président. voilà, nous verrons dans le dialogue avec le prochain président de la Knesset. Mais effectivement, c'est un déplacement qui serait important pour continuer à tisser les liens entre Israël et la France. Moi, depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'ai souhaité mettre la démocratie parlementaire au cœur également de mon mandat, l'ouverture vers La les démocratie et citoyens, la mais diplomatie aussi parlementaire. l'ouverture vers le monde. Mm. Et donc, plusieurs déplacements sont à mon agenda. C'est important que l'Assemblée nationale et que la France fassent entendre sa voix. La diplomatie parlementaire, c'est important? C'est tout à fait important et c'est un moment où l'Assemblée nationale peut, de façon transpartisane, faire entendre la voix de la France. Donc c'est une voix qui est complémentaire à celle de l'exécutif et je crois que c'est une parole attendue. Dernière question. Vous portez sur votre veste le badge I Stand with Armenia. Quelle est la signification de ce badge pour vous? Mais nous Et de ce combat pour l'Arménie? nous devons nous tenir aux côtés de l'Arménie. J'ai reçu cette semaine le vice-président du Parlement arménien pour lui réaffirmer mon soutien et le soutien au-delà de moi de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Une délégation parlementaire a été en Arménie récemment. Il est important que nous nous tenions aux côtés de ce pays. Et Donc face à l'Azerbaïdjan, qui a lancé une nouvelle offensive armée contre la République d'Arménie le 13 septembre dernier. Mais le droit et l'intégrité des peuples doivent prévaloir. Et vous considérez que la France est suffisamment engagée auprès de l'Arménie depuis le 13 septembre? Oui, et le vice-président de l'Assemblée arménienne m'a rappelé à quel point la position et l'action du président Macron étaient importantes et précieuses. Merci en tout cas Yael Braun-Pivet d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous. Merci.